Bonjour, je suis Béatrice Fauroux et je vous souhaite la bienvenue sur la Yago TV. Cette séquence est consacrée aux jeunes entreprises en développement, ou pas. C'est justement la question que nous allons traiter ensemble avec mes invités, qui sont d'abord Guillaume Maurer, nouveau directeur général du groupe Turmelec et fondateur du Clubster by Turmelec. Bienvenue Guillaume. Merci. Philippe Lamberger, qui est associé co-gérant du groupe Cofimé et président du concours Yago. Merci d'être avec nous. Merci à vous. Patricia Marie, qui accompagne les jeunes entreprises depuis plusieurs années en tant que coordinatrice au Rhin du réseau Entreprendre et qui est également membre du jury du concours Yago. C'est ça. Voilà. Bonjour. Bonjour. Et Julien Lavaux, qui est créateur d'entreprise, qui a créé il y a plusieurs années une marque qui s'appelle Feeds Up, dont vous allez nous parler. Avec plaisir. Et d'ailleurs, c'est à vous que je vais donner la parole en premier, puisque nous avons parlé dans une première séquence de la création d'entreprise et de ses difficultés, ses freins, mais aussi ses espoirs. Et maintenant que nous sommes dans une autre séquence où nous parlons de la pérennité de ces jeunes entreprises, eh bien, vous êtes en plein dedans, vous, puisque vous avez créé Feeds Up en 2011 et que donc cette entreprise a 8 ans. Et comment avez-vous réussi à la faire durer, vous qui avez eu cette idée tout à fait novatrice il y a 8 ans? C'est une bonne question. Déjà, quand j'ai commencé, je n'avais pas de cheveux blancs. Maintenant, j'en ai, donc je me rends compte que ça fait un petit moment. Comment durer? Durer, on peut en parler longtemps. Oui. Je pense que la clé vraiment de l'entrepreneuriat aujourd'hui, c'est il faut partir du principe, c'est un marathon. Donc du coup, il faut pas se brûler les ailes. Il faut partir du principe que la situation d'inconfort, c'est la normalité de l'entrepreneur. En fait, si ça va bien, c'est qu'il va avoir un problème. Donc en fait, si ça va pas, c'est que c'est ça la normalité. J'aime bien aussi voir les choses de la manière suivante. D'ailleurs, c'est un concept qui est très récent pour moi. Oui. Je considère que le problème, c'est toujours le début de la solution. Donc quand on raisonne comme ça, il n'y a plus de problème. C'est vrai que souvent on parle de problème, mais en fait, oui, c'est que des opportunités, des solutions. Enfin bref. Donc la situation d'inconfort, pour vous, est plutôt génératrice de nouvelles solutions. Ouais, personnellement, moi j'aime bien ça. J'aime bien l'inconfort, j'aime bien les problématiques à résoudre et j'aime bien les challenges. Donc c'est un environnement qui me plaît beaucoup et j'ai envie de dire c'est ça la nature de l'entrepreneur. Après, comment durer dans le temps, c'est comme toute société, il faut se réinventer, comprendre son marché, comprendre ses clients, évoluer, progresser, tester. Rappelons que Feeds Up, c'est un coach sportif pour smartphone. Exact, c'est un coach sportif sur smartphone. L'idée c'est de prendre le coach physique et de le rendre accessible sur un smartphone pour faire du sport chez soi. Après, nous, le côté novateur du concept, c'est qu'on s'est concentré sur les problématiques pour faire du sport, parce qu'on s'adresse aux gens qui font pas ou peu de sport. Et ces gens-là, c'est quoi leur problème? Ils n'ont pas le temps et pas la motivation. Donc nous, on fait des entraînements courts et efficaces. Donc c'est vraiment ça le concept. C'est très court et très efficace, comme ça on voit rapidement les résultats. Et l'originalité de notre approche, c'est de faire des programmes sportifs qui soient originaux, voire décalés. L'idée, c'est de casser la monotonie de l'entraînement, proposer des choses originales et jamais s'ennuyer quand on fait du sport. Donc c'est vraiment sur cet axe aujourd'hui qu'on se développe. Pour répondre à votre question du départ, comment on tient dans le temps. Et de la pérennité, oui. La pérennité, c'est justement réinventer le modèle en permanence, le modèle du concept du coach sportif en ligne, et après s'adapter aux nouvelles tendances, communiquer correctement aux jeunes, parce qu'aujourd'hui c'est les jeunes qui adoptent les tendances et après qui les transmettent aux autres générations, etc. Donc ça, c'est une itération permanente et j'ai envie de dire, pour tenir, il faut que le modèle d'entreprise soit dans un concept itératif. C'est-à-dire comprendre que le marché évolue, donc s'approprier facilement les nouveaux concepts et les déployer de manière itérative, c'est-à-dire de manière progressive. Et j'aime bien aussi dire quelque chose qui est super important, j'aime bien dire que je ne sais rien, j'apprends. En fait, je suis en apprentissage permanent et j'apprends beaucoup en fait des datas, des données. Nous, on est une entreprise qui est hyper métrique, c'est-à-dire qu'on mesure tout. Oui. Et moi, je ne sais rien, je pose des hypothèses et je les vérifie et on fait ça en permanence. Donc en fait, c'est presque une vue de l'esprit qui s'est traduite en fonctionnement d'entreprise qui permet de durer, de progresser. Alors, cette progression de l'entreprise a dû nécessiter, je suppose, de remettre de l'investissement pour financer la croissance. Le réseau Entreprendre, je crois, apporte une réponse à ces entreprises qui évoluent. Oui, quand, par exemple, pour Julien, il aurait la possibilité de rentrer dans un programme qui s'appelle Booster, donc des entreprises qui ont entre 2 et 6 ans.
et qui ont besoin de se développer, et on leur apporte effectivement un financement et un accompagnement complémentaire. Mais l'accompagnement, il commence aussi lorsque, et ça c'est le plus important, lorsque la société se crée. Puisqu'il y a des statistiques qui disent une entreprise sur deux ferme au bout de 2 ans, disent les banquiers. Donc nous, on est là pour les faire réussir quand ils démarrent. Cet accompagnement, il n'est pas donc que financier, il est également stratégique ? Absolument. C'est un accompagnement humain. Et je parle sous le contrôle de Julien, qui en a profité de 2010 à 2012, si je ne me trompe pas. Donc cet accompagnement humain, il est double. Il y a un accompagnement individuel par un chef d'entreprise qui rencontre le créateur ou le repreneur. Il y a des créateurs et des repreneurs pendant 2 heures par mois, pendant 2 ans. Et il y a un accompagnement collectif où vous retrouviez entre lauréats, créateurs, repreneurs, tous les mois, une demi-journée pour briser la solitude du chef d'entreprise. Et passer ce cap fragile des 2-3 premières années. Exactement. Et donc je disais que c'était des chefs d'entreprise en activité qui accompagnent et qui observent les points clés de toutes les entreprises quand elles démarrent et même après, la trésor, le chiffre d'affaires, la gestion des ressources humaines, voilà. Et résultat des courses, notre taux de pérennité des entreprises que nous accompagnons est de 89% à 5 ans. Oui, donc, ce qui permet, donc ça prouve qu'il faut être accompagné, ce que ne contredira sans doute pas Philippe Lamberger, qui accompagne des jeunes entreprises. Et puis il y a aussi le prisme, bien sûr, du concours IAGO. Quel est le regard que vous portez aujourd'hui sur cet accompagnement de la pérennité ? Est-ce qu'on arrive à faire monter ce chiffre de la réussite par un accompagnement précis et évidemment, lorsque on accompagne quelqu'un, par définition, on est là pour aider, pour lui éviter certaines difficultés, dans la mesure du possible. Après, c'est vrai que les projets qui ont la plus forte pérennité, c'est quand même souvent les projets qui sont bien portés. C'est-à-dire qu'on a une idée assez précise de ce qu'on veut faire et qui n'est pas figée. Donc, on parlait d'adaptabilité. Je rejoins ce que disait Julie tout à l'heure, à savoir, moi, effectivement, j'ai pour habitude de dire que le problème, c'est toujours une opportunité. C'est l'opportunité, effectivement, de se remettre en question et puis d'avoir un dialogue avec le client ou la personne, voilà, et de remettre les choses à plat. Mais voilà, donc après, l'accompagnant doit également se remettre en question parce que les choses évoluent fortement. Évidemment, aujourd'hui, on est confronté quand même à une forte digitalisation. L'environnement évolue très vite et sur les secteurs numériques, il y a à tout instant des innovations choses de rupture qui peuvent se produire. Des choses qui se font. Notre métier traditionnel d'expert comptable et de commissaire aux comptes évolue lui-même assez fortement. On est confronté à la digitalisation et il faut effectivement, c'est le challenge que nous avons à relever, c'est d'amener effectivement une réponse aux gens que nous accompagnons pour effectivement avoir la data qui soit évidemment produite le plus rapidement et de la manière la plus fiable et pour ensuite pouvoir l'exploiter. Mais avec le recul de presque 10 ans sur le concours IAGO, est-ce que vous avez un peu une idée des projets qui sont durables ou des conditions dans lesquelles ils peuvent être durables ? Oui, j'ai une idée assez précise. Je crois que la première des choses, c'est déjà que le créateur ait une idée relativement précise de ce qu'il veut faire. Non pas au sens où le projet soit figé, je rejoins ce que disait Julien, c'est une matière vivante et qui évolue tous les jours et c'est tout l'art du porteur de projet de trouver des adaptations et de faire en sorte pour que ça oui, parce puisse que l'idée évaluer, est la même, c'est le coach sportif. Il n'y a rien de figé, il faut adapter en permanence. Ouais. Mais quand l'idée est relativement claire, quand elle ne se disperse pas et quand il y a effectivement une compréhension assez globale des problématiques, ou plutôt une compréhension précise que les problématiques sont assez globales, elles ne sont pas uniquement techniques, elles ne sont pas uniquement au niveau de la production, elles sont au niveau de la communication, elles sont au niveau du relationnel, du réseau, etc. Donc quand ces facteurs-là sont réunis, le projet a plus de chances effectivement d'être pérenne. Et puis je pense que la pérennité amène aussi la pérennité. C'est-à-dire que peut-être qu'au départ, le chef d'entreprise ou le porteur de projet n'a pas conscience de tout ça et qu'au fur et à mesure, il y a des révélations qui se font sur le chemin et qui permettent effectivement de comprendre finalement qu'on ne sait pas grand-chose et qu'on ne tient pas grand-chose et que le travail essentiel, les leçons de c'est l'expérience, de faire en sorte d'adapter en permanence et d'être à l'écoute. Oui.
C'est le sens aussi de l'accompagnement de votre PME, Turmelec, PME industrielle, rappelons-le, en créant un clubster ou intégré par des jeunes entreprises. Est-ce que c'est ça l'idée, de les aider à... C'était l'idée quand on a créé le clubster, effectivement, c'était aussi de sortir les jeunes startups de la solitude, les sortir un peu de leur garage, leur donner une dimension un peu industrielle et surtout leur ouvrir les portes d'un écosystème qui seul est quand même difficile à pénétrer, quoi. Donc c'était de pouvoir leur dire, voilà, vous êtes accompagné par le clubster by Turmelec, un industriel qui est présent et qui est reconnu depuis une vingtaine d'années. C'est quand même plus simple d'aller pousser la porte du banquier en disant Turmelec me suit, quoi. Et aujourd'hui, le clubster compte quel type d'entreprise, de jeunes entreprises? Le clubster, ça fait 2 ans et demi qu'on a créé donc, cet accélérateur à start-up. On accompagne aujourd'hui 8 startups. On va lancer la 3e session dans très peu de temps. Aujourd'hui, on a tout type de profil, du jeune étudiant qui sort de master, au chef d'entreprise à la retraite, qui se relance dans une activité. Donc, différents profils. C'est pour ça que le clubster se veut aussi... très large dans l'offre qu'il propose, très ouvert, parce que les startups qu'on rencontre n'ont pas forcément les mêmes problématiques. Voilà, et n'ont parfois aucune relation avec votre propre entreprise? Et n'ont aucune relation avec notre propre entreprise. La seule chose qu'on leur demande d'avoir en commun, c'est de l'électronique. Parce que nous sommes sous-traitants électroniques, c'est notre cœur de métier. On n'a pas vocation à accélérer des startups dans le textile ou dans le médical, quoi. Donc, ce qui, je comprends bien, le point commun que j'entends là, c'est qu'il faut être accompagné. Pour accompagner cette croissance, il faut avoir quand même un regard extérieur posé sur l'entreprise. Est-ce que vous partagez cette idée, ou vous avez toujours travaillé plutôt seul? Je pense que la personne qui vous dit qu'il a monté une belle PME tout seul, à mon avis, il a oublié quelques personnes au passage. Non, c'est impossible d'y aller tout seul. Déjà, vous avez une équipe, donc déjà, faut compter sur l'équipe, c'est la base. Il faut avoir une bonne équipe, il faut pouvoir s'appuyer sur eux, il faut savoir manager aussi de manière moderne. C'est vrai que les gens, on les manage plus à la baguette, mais à la confiance, donc c'est vrai qu'il y a au projet, oui. Ouais, au projet, en fait, il y a une... Moi, je fais souvent l'analogie. À l'époque, quand vous recrutez quelqu'un, en fait, c'est le chef d'entreprise qui lui disait « fais-moi confiance ». Moi, je regarde la période d'essai et après, tu as ma confiance. Maintenant, c'est l'inverse. C'est le jeune qui vient et c'est lui qui veut d'abord la confiance et après, il vous l'accorde. En fait, vous vivez ça aussi, vous, messieurs? Oui, tout à fait. En fait, le rapport de force s'est inversé. Donc déjà, en management, je fais une petite parenthèse parce que l'équipe, c'est la clé. En fait, on ne fait rien tout seul. Et la force du chef d'entreprise, la force du manager, c'est plus diriger, c'est-à-dire d'être directif, mais en fait la définition de diriger, c'est en fait donner une direction. Sur le conjugue, c'est je dirige, donc je donne. Et c'est d'entraîner après. En fait, c'est d'entraîner les personnes. Donc c'est avec ça, soi. ça c'est la base, c'est la clé. Donc déjà, on ne le fait pas tout seul, il y a une équipe. C'est déjà, moi, je m'appuie énormément sur mon équipe. Et sans eux, je fais rien. Et sans eux, FISUP n'existerait pas. FISUP, c'est grâce à eux avant tout. Ensuite, moi, j'ai eu beaucoup de mentors. Des mentors, c'est des rencontres. Notamment, Réseau Entreprendre m'avait apporté un mentor qui était... j'adorais parce que c'est un avocat d'affaires et quand on me l'a présenté, j'ai fait c'est génial, je déteste les avocats. Et donc du coup, pour moi, c'était un beau challenge parce qu'en fait, ça m'a forcé à changer mon point de vue sur la personne. Et en fait, l'entrepreneuriat, souvent on dit qu'est-ce qu'il faut pour durer, mais en fait, on a tous des a priori, des freins. Ou des œillères. Une conception du monde, de son business, des clients, et en fait on s'aperçoit que notre conception elle est quasiment tout le temps fausse, et ce qui est super important c'est d'être capable de capter et de comprendre en fait les signaux la vraie perception. Donc moi j'ai eu pas mal de mentors dans différents domaines, énormément de chefs d'entreprise divers et variés qui m'ont appris tout ce que je sais aujourd'hui. Moi je suis vraiment quelqu'un qui adore écouter, poser des questions et comprendre en fait les parcours. Il faut garder la curiosité. Et en fait, quand vous discutez avec des chefs d'entreprise, c'est un livre ouvert, les gens se livrent facilement et les réseaux d'entrepreneurs sont super puissants et justement se faire accompagner, Réseau Entreprendre, c'est un des premiers réseaux dans lesquels j'ai intégré aussi. Il y avait Yago qui était un super réseau, super intéressant. En fait, il y a plein de réseaux qui existent. Aujourd'hui, l'entrepreneuriat, c'est un milieu, moi j'étais surpris, on vous donne sans rien attendre en retour. C'est le seul domaine où j'ai vu ça. On vous donne de l'argent, parce que je rappelle, c'est des prêts d'honneur ou c'est même de l'argent qu'on vous offre via le concours Yago. On vous donne de l'argent, c'est comme une subvention, qu'on vous fait un chèque et cadeau. Et Réseau Entreprendre, c'est un prêt d'honneur, on ne vous demande pas de garantie, ni de cautionnement, ni rien du tout, c'est assez rare.
Donc ces nouveaux outils de financement, il y en a plein, et comme je vous disais, en fait, l'entrepreneuriat, tout le monde est hyper ouvert. Vous parlez avec des entrepreneurs, ils sont capables de vous parler de leur vie, leur boîte, de tout, ils vous livrent tout. C'est un milieu qui est magique, en fait. En fait, il y a beaucoup d'aide au démarrage en France, mais on dit souvent qu'il y a moins d'aide à la pérennisation. Les sociétés sont en fait un peu sous-capitalisées, très souvent des BFR un peu fragiles. Est-ce que vous pourriez peut-être réagir là-dessus? Parce que c'est aussi un des leviers de la pérennité d'une entreprise, c'est de pouvoir... aider au financement de sa croissance. Oui, c'est vrai que c'est une image et c'est une réalité en France d'avoir beaucoup d'entreprises qui sont souvent sous-capitalisées, ce qui n'est pas forcément le cas dans cette proportion-là pour les entreprises allemandes. Après, c'est vrai qu'un bon projet arrive quand même à trouver assez facilement des financements aujourd'hui à des conditions même très, très, très abordables. Donc je ne pense pas que le fond du problème soit un problème de financement. Je pense qu'il faut que les partenaires aient confiance et qu'on comprenne ce qui se passe et qu'il y a une lisibilité. Voilà, on ne demande pas évidemment de pouvoir dire exactement ce qui va se passer dans les 10 années qui viennent, mais c'est beaucoup une question de confiance. C'est beaucoup une question de confiance. Pour les financeurs comme pour les salariés, je rejoins. Aujourd'hui, il faut qu'on soit capable de communiquer sur du sens et il faut que les gens qui nous rejoignent y adhèrent dans la mesure du possible. Alors c'est à nous d'être bons et de faire en sorte que ça se passe. Mais c'est effectivement une problématique d'aujourd'hui. Et c'est la même chose pour les financements. Je pense qu'on n'avait pas eu trop de difficultés à lever des financements. Non, justement, en vrai, il n'y a pas un problème de capitalisation. Aujourd'hui, il y a trop d'argent, on ne sait pas quoi en faire. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a plutôt un problème de bien câbler les porteurs de projets. Je crois que c'est vraiment ça, bien les câbler, c'est-à-dire qu'on a encore des parcours de formation qui ne sont pas en phase en fait, avec la réalité du marché. Et aujourd'hui, nous, on est la vision française en fait, de la start-up à la base, alors que ce n'était pas du tout ça le concept, c'est une vision technologique. On pense qu'avec la technologie, on va rénover le marché. Et en fait, c'est à travers l'usage qu'on rénove le marché. Donc en fait, on développe des technologies, on dit c'est génial, et après on les met sur le marché, et en fait, ça ne marche pas. À l'épreuve du marché. Et après on dit oui, mais il me faudrait de l'argent pour que ça marche. Mais on fait, mais attendez, mais il fallait faire l'inverse. Et en fait, là, c'est un problème très franco-français. Au final, Madame Marie, vous partagez ce point de vue? Oui, tout à fait. Sur le fait qu'un projet peut être mal positionné ou le marché n'a pas été bien vu. Est-ce qu'il vous arrive d'avoir comme ça une vision critique des projets qui vous parviennent? Parce que lorsque nous recevons un porteur de projet, avant qu'il soit lauréat, il y a un comité de prévalidation qui est de l'accompagnement en amont. On essaye de leur faire comprendre que peut-être dans leur projet, c'est pas tout à fait évident et que c'est pas une question d'argent, comme le dit Julien. J'ai un cas très récent où la personne a créé un produit, mais cette personne n'a aucune vision de comment le vendre, quelle stratégie marketing, etc. Elle n'est pas du tout dans ce... Une vision centrée sur le produit et pas sur son environnement. Et là, on lui explique, écoutez, avant de faire quoi que ce soit, il faut que vous sachiez où vous allez, à qui vous voulez vendre votre produit, comment vous voulez le vendre, par quel canot, etc. Et ça, c'est hyper important. Donc, c'est ce qu'on essaye de leur apporter déjà en amont, avant qu'ils se lancent à dépenser 100 000, 200 000, 300 000 euros. Parce que ça arrive aussi souvent. Et cette perception de l'environnement, c'est celle que vous avez aussi en attirant les jeunes pousses de votre domaine chez vous. Je rebondis sur Patricia, qui, c'est très français justement, parce qu'on crée des techniciens. Les Français, ils aiment bien les techniciens. Donc on voit beaucoup de startups qui arrivent avec un joli produit, avec un produit qu'on appelle innovant, mais au final, ils ne savent pas le vendre. Ils n'arrivent pas, à la différence des Américains, qui eux, ils ont l'aspect business en premier. Et, nous, aujourd'hui, c'est vrai qu'on a des beaux produits, mais par contre, avec personne, pas de réseau de commercialisation, et tout l'argent est investi dans le produit. Donc au final, une fois que le produit est développé, sa mise en valeur. Qu'est-ce que j'en fais après? Il n'y a pas de plan de com, il n'y a pas de plan de marketing, il y a pas on n'a pas vérifié la clientèle, s'il y a un besoin, etc. Donc ça, c'est vraiment la problématique qu'on rencontre effectivement beaucoup. Donc l'idée que je retiens de notre conversation, c'est que c'est le couple produit-marché, produit et son environnement, qui finalement est la condition de la pérennisation d'une jeune entreprise. Est-ce que faut conclure là-dessus? Est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée centrale? Moi, je dis toujours, il ne faut pas forcément avoir le meilleur produit ou le plus beau. Si vous savez le vendre, tout se vend aujourd'hui.
Et aujourd'hui, on est vraiment dans le cas inverse, surtout dans les startups qu'on rencontre. On essaye, on a des durées de développement qui sont énormes parce que le cahier des charges qui faisait 2 pages au début, il en fait 50 2 ans après. Il n'y a pas cette volonté de rapidité de mise sur le marché comme ont les Américains et en disant... Il faut expérimenter. Oui. Voilà. Les Américains, c'est on met sur le marché le plus rapidement possible, on débuggera et on corrigera par la suite. On le voit tous avec Microsoft, les bugs qu'on peut avoir sur Windows et tout ça. Voilà, c'est des versions un peu bêta qu'on sort et puis on corrigera après. Le français, c'est différent. On crée un produit, pendant 3 ans, il faut absolument le tester en endurance, il faut qu'ils disent quasiment tous papa, maman à la fin. Mais là, la concurrence, elle est passée par là, quoi. Tout à fait. Et donc, à la mise sur le marché, on s'est fait dépasser, et puis le produit, il n'est plus en corrélation avec le marché. Monsieur Lambergy, vous partagez cette analyse ? Je partage cette analyse, effectivement. Je crois qu'effectivement que la définition du projet est très importante au départ, la définition dans tous ses aspects. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on a l'habitude, effectivement, on aime bien cocher les cases, et on pense que quand les cases sont cochées, tout y est. Et puis on oublie souvent une donnée essentielle qui est l'humain, parce que évidemment il y a le numérique, il y a le financement, il y a tout ça, mais je veux dire, l'élément, à mon avis, le plus porteur, le plus important, c'est l'humain. Le charisme du chef d'entreprise, de celui qui porte le projet, dans sa dimension de porteur de projet, de communicant, d'employeur, c'est finalement ça. Donc on est évidemment assailli par des nouvelles quotidiennes sur l'évolution de tout ce qui est technologique, numérique et autres. Et assez paradoxalement, je pense que dans cet environnement, c'est l'humain qui prend de plus en plus d'importance et on a tendance à l'oublier. Au moment où il faudrait surtout Madame ne Marie, pas l'oublier. Oui, j'aimerais aborder dans le sens on a un avantage à être plus empirique. C'est lorsqu'on rencontre des porteurs de projets, on s'attache à une de nos valeurs qui est l'importance et la personne. Et on a déjà eu des cas où la personne, enfin le porteur de projet avait vraiment une création d'entreprise mirifique, mais la personne ne correspondait pas à nos valeurs, venait souvent que pour l'argent, pas pour l'accompagnement, et on n'était pas sûr qu'elle aille dans le bon sens en tant que chef d'entreprise avec des personnes à gérer, parce que c'est quand même ça le plus important après, quoi. Et je voudrais juste rajouter quelque chose. La différence avec les États-Unis, c'est peut-être aussi les lenteurs administratives en France. Parce que pour créer une entreprise, ça prend un certain temps. Aux États-Unis, ça peut être fait en 5 minutes. Enfin, j'exagère. Mais... Oui. Le mot de la fin sera pour vous, Julien, sur l'ouverture à l'environnement. C'est ce que vous preniez depuis le début de cet entretien. Oui, l'ouverture, mais surtout, moi j'ai envie de rationaliser, il faut revenir sur du bon sens. Oui. Parce qu'en fait, le concept start-up est venu sur le marché français, en fait, on l'a mal compris. La start-up, ça ne veut pas dire se faire plaisir à faire un produit numérique ou digitaliser un usage existant. En fait, moi je me rappelle le premier VC, donc investisseur américain que j'avais rencontré, il m'avait expliqué la start-up en une phrase très simple, il m'avait dit tu startes à 1 million, tu es pas 100. Il parlait de chiffre d'affaires, de millions d'utilisateurs ou de fonds levés. Donc si on fait le ratio ici, on a quelques startups qui ont fait le up, mais qui ont fait le start, mais pas le up. Donc en gros, en fait, il faut rationaliser, il faut revenir sur des choses de base. En fait, l'objectif c'est de faire une entreprise. Une entreprise, ça emploie des personnes, ça gagne de l'argent, et le but c'est d'être rentable. Il faut revenir juste à ça. Et en fait, si on rationalise, on peut du coup s'approprier des nouveaux usages et des nouveaux concepts du développement d'entreprise. On parlait du management, aussi les modèles de financement, même les modèles aujourd'hui de business plan. C'est vrai que de nouveau on rentre dans des travers, surtout les concepts de prévisionnel financier, etc. Donc en fait il y a des produits qui n'ont jamais été mis sur le marché, en fait on va leur faire un prévisionnel sur 5 ans, ils vont devoir se projeter dans toute la réalité économique. Et en fait on sait que ça c'est des livres de science-fiction, en fait ça veut strictement rien dire. C'est comme j'ai dit, dans 200 ans votre descendance, comment s'appellera votre X petit-fils, on ne sait rien en fait ça sert à rien de faire ça, il faut revenir sur du bon sens. Dans un monde d'incertitude, le bon sens a ses vertus. En gros c'est où on va, comment on y va et qu'est-ce que j'ai besoin pour y aller. Et surtout, sur qui je peux compter pour le faire, quoi. C'est aussi, en bon français, on se dit souvent comment je vais le faire. Mais en fait, il ne faut pas se dire comment je vais le faire, c'est avec qui. Et ça, de nouveau, en fait, il faut revenir sur du bon sens. Moi, je crois qu'on a perdu beaucoup de bon sens aujourd'hui. En fait, on perd beaucoup d'énergie pour rien, en fait. On pourrait faire très simple et... Des fois, je dis presque faudrait être un peu plus fainéant. Les Américains sont très fainéants et du coup, ils y arrivent très bien.
J'espère que vous nous aurez suivis, en tout cas jusqu'au bout, sur cette séquence où effectivement on en arrive à se dire que les choses ne sont pas si compliquées que ça. Il faut expérimenter, il faut y aller et avec les bonnes personnes. Merci de nous suivre sur Yago TV. À très bientôt.